Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée aux soldats inconnus. En effet, le 10 novembre 2020 sera le centenaire du choix du soldat inconnu à la citadelle basse de Verdun. Comment en est-on arrivé à ce choix? Parlons d'abord du concept de la glorification du soldat inconnu. Ce concept naît le 26 novembre 1916 au cimetière de l'Est à Rennes lors d'une allocution prononcée par le président du Souvenir français de ce secteur en rendant hommage à des soldats. Lors de son propos, je le cite, « Pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de ses combattants ignorés, morts bravement pour la patrie, avec 2 mots seulement pour l'inscription sur la tombe, un soldat et 2 dates, 1914, 1916, voire plus. Cette inhumation d'un simple soldat sous le dôme où repose tant de gloire et de génie serait comme un symbole. Et de plus, serait un hommage rendu à l'armée française tout entière. » Ces propos furent reliés par de nombreux politiques, notamment par un député d'Eure-et-Loir qui se nomme Maurice Monory, qui est entre autres le frère du général Monory qui commandait la 6e armée lors de la bataille de la Marne et qui sera grièvement blessé en 1915. Alors, cette idée, finalement, va être liée, comme je disais, par nombre de politiques et fera l'objet de nombreux débats à l'issue de la guerre de 14-18, à partir de 1919, de nombreux débats dans les séances parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée nationale, où sénateurs et députés finalement s'affronteront, droite comme gauche, sur le lieu de la glorification d'un soldat inconnu. Il y aura beaucoup de parlementaires qui seront pour que ce soldat repose au Panthéon, parmi les gloires et les génies de notre nation. Et d'autres, au contraire, défendre un lieu plus illustre, plus populaire, par exemple, comme l'Arc de Triomphe à Paris. Ça n'aura de cesse que d'affrontements, à tel point même que certains députés refutent l'idée de la panthéonisation de ce valeureux soldat, en mentionnant que malgré les gloires, les génies de cette nation qui repose au Panthéon, que ce soldat qui sera glorifié ultérieurement méritait encore mieux, car c'était en lui le sacrifice de la nation, le sacrifice de la France, le sacrifice du peuple de France, le sacrifice de la jeunesse pour sauver le droit, la liberté et la patrie. Alors c'est le gouvernement auquel appartient André Maginot, ministre des Pensions, avec la majorité des parlementaires, qu'ils décideront finalement que ce soldat, cet illustre inconnu, reposera désormais à l'Arc de Triomphe pour l'éternité. Alors, le ministre des Pensions, André Maginot, responsable de ce cérémonial de la glorification du soldat inconnu, va donner ses directives aux généraux commandant certains secteurs où seront exhumés plusieurs corps. Ces corps seront exhumés dans des cimetières provisoires des secteurs des Flandres, de l'Artois, de la Somme, de l'Île-de-France, de la Champagne, du Chemin des Dames, de Verdun et de la Lorraine. 8 secteurs où seront prélevés des soldats dont l'identité ne pourra jamais être prouvée, mais dont nous sommes certains qu'ils sont français, de par
leur équipement, ceinturon, breloques, restants d'uniforme, chaussures, brodequins, sans pour autant les distinguer des uns des autres ayant appartenu à n'importe quelle arme, que ce soit l'infanterie, l'artillerie, aviateurs, le génie, les marins canonniers notamment. On ne pourra jamais distinguer à quelle arme ils ont appartenu. Et ça, ce sont les critères que les généraux devront faire accomplir lors des exhumations. Ces exhumations auront lieu devant témoins. Et par ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il semblerait, d'après un écrit de Roland d'Orgelès, que lui-même aurait assisté à l'exhumation de plusieurs corps dans le secteur de Verdun. Alors ce sont 9 corps qui ont été finalement exhumés dans les différents secteurs que je vous ai cités précédemment, mais il s'avérera qu'un corps où le doute subsiste qui pouvait être identifié. Celui-ci ne participera pas au choix du soldat inconnu. Alors, désormais, nous sommes dans la citadelle, à proximité de la salle où aura lieu le choix du soldat inconnu vers 15 h en ce jour du 10 novembre 1920. Mais auparavant, la veille, les cercueils contenant les corps exhumés dans les 8 secteurs des différents champs de bataille du Grand Est et du Nord de la France arrivent par camion, non pas tous ensemble, mais par intervalles, disons, assez réguliers finalement. Et ils sont accueillis ici par un piquet d'honneur formé par le 25e régiment d'artillerie aux ordres du commandant Lespinasse, commandant la citadelle. Et à chaque cercueil accueilli, il prononce le propos suivant. Au nom du soldat inconnu qui vient séjourner provisoirement dans la citadelle de Verdun et qui reposera à l'Arc de Triomphe, au nom de tous les soldats inconnus qui reposent sur les champs de bataille, ouvrez le banc. Le clairon sonne. Puis, après quelques instants, il prononce « Fermez le banc ». Le clairon sonne à nouveau. Et c'est ainsi que ce rite est reproduit 8 fois pour accueillir les 8 cercueils qui sont désormais installés derrière moi. Dans cette salle, les 8 cercueils sont entreposés. C'est d'ailleurs dans cette salle des fêtes, finalement, que fut remise le 13 septembre 1916 la Légion d'honneur des mains de Raymond Poincaré à la ville de Verdun. Ces cercueils en attente pendant 24 heures jusqu'au lendemain du 10 novembre vont être changés de place à plusieurs reprises, tout simplement pour ne pas que l'on puisse reconnaître leur provenance. Et ils vont être gardés par des éléments d'honneur du 25e régiment d'artillerie. Le lendemain, le 10 novembre, à 15 h, arrive le ministre André Maginot, la délégation qui est venue auparavant avec lui dans la matinée est déjà installée dans les galeries et dans cette salle avec les autorités administratives, locales, religieuses, donc de la ville de Verdun, et le soldat Auguste Tin, qui appartient, lui, au 132e régiment d'infanterie, qui vient d'être désigné pour choisir le cercueil du soldat inconnu. André Maginot, dans un geste grave, lui donne alors un bouquet de fleurs. En lui donnant ce bouquet de fleurs, il cite le propos suivant. « Voici un bouquet de fleurs cueillies sur les champs de bataille de Verdun, parmi les tombes de tant de héros méconnus. Ce bouquet, vous allez le déposer sur un des cercueils.
Ce cercueil sera celui du soldat que le peuple de France l'accompagnera demain du Panthéon à l'Arc de Triomphe, suprême hommage plus splendide que la France n'ait jamais rendu à l'un de ses enfants, mais qui n'est pas trop grand pour celui qui symbolise la vaillance française, dont le sacrifice anonyme a sauvé la patrie, le droit et la liberté. Augustin prend le bouquet, fait un premier tour de l'ensemble des 8 cercueils dans une sorte de recueillement d'hommage. On sent une atmosphère assez poignante parmi les gens qui assistent donc à ce choix. Les visages sont empreints d'une gravité certaine. Et Augustin, ce soldat de 2e classe, qui, en abordant un virage sur la gauche, vient ici déposer son bouquet sur le 6e cercueil, salue réglementairement le soldat inconnu qu'il venait de choisir, celui qu'il vient de désigner pour la postérité et l'éternité, et qui reposera dès le lendemain, 11 novembre 1920, sous l'Arc de Triomphe. Qui est Augustin? Augustin est né à Cherbourg en avril 1899. Il est le fils d'un fonctionnaire qui est, lui, aussi disparu dans la tourmente de cette grande guerre 14-18. Il s'engage à l'âge de 19 ans à Lisieux au 112e régiment d'infanterie, puis il est affecté au 243e régiment d'infanterie où il combattra avec cette unité en Champagne en septembre 1918 où il sera gazé. Il combattra également dans les Vosges, du moins en Alsace, au Hartmann-Wielerskopf, plus communément le Vieil Armand. Et le 11 novembre 1918, il se trouvera dans la région de Guebwiller. Et il sera affecté ensuite au 132e régiment d'infanterie, où il séjournera à Verdun. Alors je disais que ce jeune soldat, c'est le plus jeune des engagés du 132e régiment d'infanterie, c'est pour ça qu'il a été choisi. Non seulement il a été choisi pour cette raison-là, mais c'est parce que finalement, il remplaçait au pied levé un ancien soldat qui, lui, est tombé malade ce jour du 10 novembre 1920. Il mourra en 1982 des suites de guerre. Ayant été gazé, il a conservé des séquelles et bien sûr, il était souvent, disons, fragilisé par ces séquelles d'avoir été gazé. Alors le corps, après avoir été choisi dans la casemate où il était déposé parmi ses 7 autres camarades, ce sont 6 adjudants qui le transportent et qui prennent ce cheminement pour le déposer sur une rallonge d'artillerie qui l'attend sur la rue en face à moi, qui s'appelle à l'époque la rue du 5e régiment d'artillerie à pied, qui est devenue depuis la rue du soldat inconnu. Le cortège se forme. Ce cortège comprend bien sûr le ministre des Pensions, André Maginot. Il est accompagné de la grande délégation qui est arrivée avec lui par le train spécial. Il y a une veuve de guerre qui se trouve à ses côtés, qui s'appelle Madame Lemay, le général Boichu, commandant la place de Verdun, d'autres autorités militaires, administratives et religieuses, dont Monseigneur Ginisti, vont accompagner le cercueil du soldat inconnu, qui va être escorté par ses 6 adjudants notamment, mais également par une compagnie du 132e régiment d'infanterie. Il parcourra l'itinéraire suivant, la rue d'Anthouars. Il passera la rue de l'Hôtel de Ville où il fera un arrêt où le maire de l'époque, M. Schletter, déposera solennellement
la médaille de Verdun sur le cercueil, le cortège reprendra son chemin, traversera la place Chevert, le pont Beaurepaire, devenu pont Leguet depuis, la place Mazel, la rue Mazel, non pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais en partie détruite dû au bombardement de cette bataille, passera sous la porte Saint-Paul, gagnera l'avenue de la Gare, appelée aujourd'hui avenue Garibaldi, arrivera à la place de la Gare. Ce cortège, tout le long de son parcours, avec musique militaire en tête, cette musique jouera la marche funèbre de Chopin. Alors, quand le corps du soldat inconnu arrive sur la place de la Gare, une foule innombrable de Verdunois assiste à son accueil ici, en présence bien sûr d'autorités, en présence de militaires, où sont en bonne place également pour assurer la bonne sécurité et le bon ordre, moult policiers et moult gendarmes pour éviter tout débordement. Alors le 10 novembre 1920, une fois que cet illustre inconnu arrive à la gare de Verdun, sous bonne escorte d'honneur notamment, il est déposé dans un wagon spécial du train qui est arrivé vers midi, et celui-ci s'ébranle vers 19 h pour Paris, en emportant avec lui la délégation préalablement arrivée avec lui en matinée, mais également avec une délégation d'anciens combattants de Verdun, de la ville de Verdun. Ce wagon spécial, où est déposé le corps de cet illustre inconnu, est bien sûr drapé aux couleurs nationales, et le corps sera entouré d'une garde d'honneur. Alors ce train spécial qui part à 19 h au soir du 10 novembre arrivera à Paris, à la gare de Denfert-Rochereau, vers minuit et demi. Pour commémorer le départ du soldat inconnu, vous avez en bonne place sur cette gare une plaque qui relate cet événement. Il est de tradition à Verdun, depuis de très nombreuses années, que l'association On ne passe pas et ceux de Verdun vont chaque 30 octobre, sous l'Arc de Triomphe, prélever la flamme du soldat inconnu pour la déposer à l'issue d'une grande cérémonie patriotique qui a lieu chaque 1er novembre ici au monument des enfants de Verdun, d'emprunter ces escaliers et d'être déposé dans la crypte du monument à la victoire et aux soldats de Verdun. Alors cette flamme, donc lors d'une cérémonie intimiste, sort tous les soirs du 2 novembre au 10 novembre pour être ici présentée aux Verdunois en présence d'associations patriotiques et d'autorités locales. Alors le 11 novembre, chaque 11 novembre, la flamme sort une dernière fois de la crypte. Elle est accompagnée par une très grande délégation qui emprunte à nouveau ses escaliers et l'avenue de la Victoire pour se rendre au monument des enfants de Verdun, où elle participe à la grande cérémonie, disons, qui célèbre l'armistice du 11 novembre 1918. Et à l'issue de cette cérémonie, elle repart avec une délégation des anciens combattants de On ne passe pas et de ceux de Verdun pour être à nouveau escortés jusque sous l'Arc de Triomphe à Paris.
Alors, à l'issue du choix du soldat inconnu à la citadelle basse de Verdun le 10 novembre, que sont advenus les 7 autres qui participèrent également, finalement, à ce choix illustre? Eh bien, dès le lendemain, le 11 novembre 1920, ils sont inhumés ici, au cimetière provisoire à l'époque du Faubourg Pavé, dans un endroit qui sera finalement particulier pour que ces soldats reposent donc parmi leurs frères d'armes de ce cimetière, d'une manière finalement qu'on puisse les honorer tous les ans. Et c'est effectivement ce qui se passe, car tous les 10 novembre, vers 16 heures, a lieu une grande cérémonie ici, en présence des autorités militaires, religieuses et administratives locales, voire même des fois régionales, en présence de l'armée, qu'a lieu ici, à cet endroit, la célébration pour ces 7 soldats inconnus qui reposent ici également pour l'éternité. Et à cette occasion, des personnels anciens combattants, du moins des dernières guerres, des derniers conflits bien sûr, ont l'honneur de déposer sur chaque tombe de ces 7 soldats inconnus un flambeau. Et participe également à cette cérémonie la flamme sacrée prélevée précédemment le 30 octobre à l'Arc de Triomphe sur le symbole du soldat inconnu. Bien, chers amis, c'est ici que cette émission se termine, à l'endroit sacré qui figure derrière moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.